Voilà. Comme on aime les surprises et qu'on n'en est pas tout à fait au bout, nous avions Monsieur Cornu en guest star ce matin. Et cet après-midi, nous avons une petite rocade dans le programme. Vous voyez maintenant, je vous présente Maître, dit-on, Nicolas Capt, simplement parce que il y a un imprévu, Nicolas Capt a un imprévu professionnel, il doit absolument nous quitter. Donc, Monsieur Kennedy a gentiment accepté de laisser sa place. Donc, je te laisse la parole. Merci. Par contre, on m'avait promis un pointeur, mais on me l'a volé depuis. Qui est où? Ah, voilà. C'est bon? Non. Voilà. Ouais, c'est bon. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre présence et merci d'accepter la rocade. Effectivement, j'ai dû demander à changer l'ordre des présentations. J'ai probablement on m'a confié l'exercice le plus rébarbatif, c'est l'exercice juridique, qui est toujours peut-être le moins digeste et le plus compliqué. J'essaierai que ce ne soit pas trop rempli de jargon et difficile à comprendre, puis qu'on arrive, disons, à examiner ces problématiques. Ce qui est amusant, c'est que j'avais donné un titre de ma conférence qui a été aimablement distordu dans le programme, qui est passé de l'épouvantable ministère de la vérité, et ça en dit long. Je crois que c'est un lapsus révélateur. Dans le programme, c'est l'épouvantable mystère de la vérité. Donc on est en pleine fake news. Donc plus sérieusement, l'idée, évidemment c'est un peu provocateur, l'épouvantable ministère de la vérité, ça fait référence à des visions orwelliennes, à des visions finalement où on a un organe qui décide de la véracité des faits, un organe qui n'est pas de presse, donc c'est pas Stéphane Benoît Godet qui est dans l'organe de décision, mais au fond c'est quelque chose d'extérieur finalement, où on décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux, et c'est vrai que ça a quand même des relents un peu inquiétants. Alors les fake news, on l'a vu, prennent tout un tas de formes possibles. Enfin, ça va des tweets grossiers et excessifs de Donald Trump, où finalement, même quand on lui montre blanc, il dit noir, et plus on lui montre blanc, plus il dit noir, donc c'est vrai qu'il y a une capacité, disons, à voir les faits de manière différente, à une nouvelle très récente dont on ne connaît pas exactement les contours et dont on discutait avant au déjeuner avec Monsieur Cornu, qui finalement disait que ça pouvait prendre tout un tas de formes et qu'au fond, une fake news pouvait en cacher une autre, avec donc la fausse nouvelle de l'assassinat du journaliste en Ukraine. Donc on voit que vraiment c'est très actuel. Et évidemment, c'est polymorphe, ça prend des formes très différentes suivant les contextes politiques, économiques, voire même religieux. Enfin, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez complexe à appréhender. Alors sur le cadre légal, évidemment, et c'est heureux, la règle est toujours la liberté d'opinion et d'information, qui est un principe et un droit fondamental qui est garanti par la Constitution fédérale. On vous dit toute personne a le droit de former, d'exprimer, de répandre librement son opinion, etc. Et puis, le corollaire, c'est le droit aussi de recevoir librement des informations et de se les procurer à des sources généralement disponibles, accessibles. Et la liberté des médias également, qui est consacrée par la Constitution fédérale. Évidemment, ces grands principes sont exactement les mêmes dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un texte fondamental qui est appliqué dans chaque procès contre, disons, qui oppose une personne qui s'estime atteinte dans ses droits de la personnalité à un média ou un journaliste. C'est toujours un article qui revient à chaque fois. C'est vraiment la pierre angulaire de la liberté d'expression et de son appréciation du point de vue juridique. L'idée, évidemment, donc le principe, c'est la liberté, mais évidemment, comme pour toutes les libertés, ce qu'on appelle les libertés publiques, il existe des limites. Alors, quelles sont notamment les limites? Il y a évidemment les infractions contre l'honneur ou la personnalité, et ce, tant au niveau pénal qu'au niveau civil. Donc, on a tout d'abord la diffamation, donc c'est le fait de propager, d'écrire ou de propager des faits dont on estime, enfin, des faits qui sont attentatoire à l'honneur. Il y a une possibilité, donc le système est ainsi fait qu'il y a une possibilité pour l'auteur, qui serait traduit en justice, d'invoquer ce qu'on appelle des preuves libératoires. Il y a la preuve libératoire de la vérité, alors celle-ci est assez facile à comprendre.
c'est que le mis en cause arrive à établir que les faits qu'il a reportés dans un journal, dans un blog, à la télévision ou à la radio sont vrais. Donc on arrive à retrouver la base factuelle. Ou alors, et c'est un petit peu plus scabreux comme mécanisme, la preuve de la bonne foi. Alors la bonne foi pour un journaliste, ça se confond. Alors je parle sous la surveillance de Daniel Cornu, mais la preuve de la bonne foi, s'agissant d'un journaliste, ça se confond avec le fait d'avoir tenu une enquête journalistique sérieuse et diligente, donc de respecter le codex professionnel, la déclaration des devoirs et des droits du journaliste et de la journaliste, et les directives. Donc voilà, ça c'est pour la diffamation. La calomnie, il n'y a pas la possibilité d'apporter une quelconque preuve libératoire parce que, par définition, la personne qui se livre à la calomnie sait que ce qu'il ou ce qu'elle dit est faux. Donc évidemment, on n'ouvre pas de preuve libératoire. Et puis, il y a le grand champ de mine des atteintes illicites à la personnalité sur un plan civil. Donc, c'est où on ne dépose pas une plainte pénale, mais où on saisit un juge civil pour demander plusieurs choses. Alors, on peut demander ce qu'on appelle la cessation de l'atteinte, c'est-à-dire, en gros, qu'on enlève ce vilain article sur vous du site internet ou cas échéant, qu'on retire tel ou tel imprimé de la vente. Enfin, ça, c'est les actions défensives. Donc, il y a des actions aussi en réparation. Donc, vous demandez la réparation de dommages et intérêts. Donc, les conséquences directes ou plus ou moins indirectes que l'article a engendré. Par exemple, vous avez perdu un important contrat à cause directement d'un article. Donc là, ça peut être un poste de dommages et intérêts. Et puis, il y a la blessure profonde. Là, il y a blessure psychique qui est couverte par le tort moral. Donc, on peut l'action réparatrice. Il y a aussi évidemment des limites dans la discrimination raciale, enfin, dans tout un tas de choses. Enfin, là, c'est quelques exemples, mais enfin, l'idée est que le principe est la liberté d'expression et que les exceptions sont assez limitatives, assez précises, mais enfin, il en existe comme pour n'importe quelle autre liberté. De nouveau, la Convention européenne des droits de l'homme prévoit, elle aussi, ces restrictions en faisant l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. Alors évidemment, il faut que tout ça soit prévu par la loi. Il y a une exigence de légalité qui est très importante, qui constitue des mesures nécessaires dans une société démocratique. Donc ça reflète le principe dit de proportionnalité, à savoir que les mesures prises par l'État, quand bien même elles sont fondées sur une loi, doivent au demeurant et en plus être proportionnées à la situation. Donc, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, à la sûreté publique, à la défense et à l'ordre, de la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, alors la morale c'est un peu plus flou, à la protection de la réputation et des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Donc c'est quand même assez large et ça permet quand même une certaine latitude aux différents États membres qui font partie de la Convention. Alors, quels sont les problèmes avec la fake news? Alors, le problème, et c'est un problème fondamental, c'est qu'on n'a pas de définition. Alors, qu'est-ce qu'une fake news? Au fond, on a vu ce terme apparaître assez récemment. Finalement, la désinformation a toujours existé. Enfin, la désinformation politique, la désinformation criminelle, la désinformation militaire. Enfin, on peut penser à toutes ces opérations qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale où on lestait des cadavres dans des estuaires avec des faux plans de débarquement dans la poche en s'attendant à ce que l'ennemi les trouve et pense qu'on allait débarquer ailleurs, etc. C'est vrai que ça a été toujours, c'est quand même vraiment quelque chose de très commun, de très ancien. La désinformation est aussi vieille que l'information. Donc finalement, la fake news, est-ce qu'elle a une caractéristique propre? C'est peut-être une question qu'on pourrait se poser. Je ne sais pas si vous l'avez abordée ce matin et encore moins si vous avez trouvé une réponse. Mais la fake news, si on l'analyse, c'est une fausse nouvelle. Donc une fausse nouvelle veut dire quoi? C'est qu'a priori, elle est contraire à la vérité. Le problème, évidemment, c'est que la vérité, parfois, s'envisage sous des angles différents. Je vous invite à aller regarder de nouveau l'œuvre qui se trouve à la place, je crois que c'est à la place du Rhône, vers la fusterie, où vous avez cette sculpture suivant l'angle depuis laquelle vous la regardez. Ça écrit oui ou non. Et c'est la même sculpture, je trouve quand même assez intéressante, et puis elle relativise un petit peu les conceptions très, très étroites et très restrictives. Donc il y a une vraie difficulté de définition. Alors corollairement, on peut se demander ce que c'est que la vérité, ce que je vous disais finalement, qu'est-ce que la vérité? Une grande question très philosophique, et surtout, qui décide de ce qui doit être considéré comme étant juste ou faux?
on peut être assez préoccupé par les annonces qui ont été faites par les GAFAM, disons, d'introduire de manière très fière, on vous a écouté, la manipulation des masses, c'est terminé. Dorénavant, nous, on va introduire des algorithmes pour trier le bon grain de livret. Enfin, moi, j'ai trouvé ça totalement effrayant. Et c'est là que j'avais écrit un article pour Le Temps qui s'intitulait « L'épouvantable ministère de la vérité ». C'est vrai qu'il y a vraiment cette idée qu'on allait consacrer le vrai et conduire le faux. Alors, ça pose tout un tas de problèmes. J'y reviendrai, hein, mais disons, c'était juste pour semer un peu la graine. Et puis, alors, une fake news, et ça c'est important, c'est qu'une fake news ne cause pas nécessairement une atteinte à l'honneur ou à la personnalité. Si je vous dis que la Terre est plate, alors vous allez peut-être être fâché, vous allez me dire qu'en bon scientifique c'est faux, vous allez me dire tout un tas de choses, mais au fond, j'aurais lésé la personnalité de personne. Donc, il n'y a pas forcément... Donc, il y a pas ça ne se recouvre pas forcément entre les atteintes à l'honneur et les fake news. On peut avoir des fake news, j'ai envie de dire, sans victime. On peut dire des choses complètement fausses, mais qui ne heurtent personne. Et ça, c'est un élément qui est quand même relativement intéressant et qui élargit un peu le cadre et qui montre bien qu'on ne peut pas traiter les fake news uniquement sous l'angle des atteintes à l'honneur, même si, en partie, c'est un des angles d'attaque. Alors là, on arrive au cœur de la difficulté. Il faut faire la différence entre faits et opinion. Alors, les journalistes le savent bien, et tous les journaux, Le Temps et les autres, disons, ont toujours, disons, une description factuelle des faits. Alors, certains l'estiment parfois orientés. Après, comme disait Denis Barlet, les journalistes ne sont pas des personnages de cire, et puis peuvent avoir des sentiments, et puis ça peut donner quelques inflexions dans les articles. Mais enfin, l'idée est d'avoir un article qui présente factuellement la situation, et puis ensuite d'avoir une rubrique qui s'appelle commentaires, avis, éditorial, etc., qui est une vue personnelle de l'auteur et qu'on doit considérer comme telle, avec des exigences qui sont différentes. Il n'y a pas d'objectivité dans un commentaire ou un éditorial, précisément, parce que c'est subjectif, parce que c'est l'interprétation d'une situation. La difficulté, c'est que les articles de presse, les blogs et tout autre texte publié forment souvent un mélange de faits et d'opinions. Et c'est, dans ma pratique professionnelle, c'est quelque chose que je vois beaucoup, tant quand j'ai défendu des journaux que l'inverse, je suis livré à l'exercice des deux côtés, c'est un élément qui revient. C'est que vous avez toujours un article factuel, mais finalement, vous avez toujours une ou deux déclarations, un ou deux intertitres, ou une accroche, ou une manchette, ou quelque chose d'autre, qui finalement ressortira davantage d'une opinion que d'un fait. Et c'est assez compliqué parce que seuls les faits peuvent être l'objet d'actions enfin, disons d'actions en protection de la personnalité. Au fond, ça vise les faits. C'est très difficile de faire la différence entre les faits et les opinions. Et puis même, de nouveau, s'il est possible de le faire, l'information ainsi trouvée devra être hiérarchisée par qui, comment, qui déciderait, avec quelle légitimité. Donc c'est une vraie difficulté. Et quand on dit, on annonce à grand renfort de communication, qu'on va avoir des algorithmes qui vont permettre de savoir quels sont les contenus vrais et quels sont les contenus faux, on est en train de complètement faire fausse route. Il n'y a pas de contenu vrai et de contenu faux. Il y a des articles qui contiennent des imprécisions factuelles, mais enfin, essentiellement, il y a aussi des appréciations. Et ça, finalement, on risque de les sacrifier sur l'autel d'une sorte de tampon, de garantie que telle ou telle information doit être considérée comme vraie ou comme douteuse. Et finalement, on risque de déconduire des opinions minoritaires qui seraient emportées un peu, on jetterait un peu le bébé avec l'eau du bain et finalement on en serait à favoriser, j'y reviendrai après, une sorte de pensée plus ou moins unique. Donc il y a un vrai risque lié à ça, du simple fait que les opinions et les faits coexistent, mais en de subtils entrelacs. Enfin, c'est pas des choses qui sont dissociables facilement et encore moins par un algorithme. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est assez important. Une autre question, c'est que notre ordre juridique, finalement, n'oblige pas tout un chacun à dire la vérité. Ça, je crois que c'est un bon rappel. Alors, la vérité est érigée en vertu par tout un tas de textes religieux, de moralité laïque, de tout ce que vous voudrez. Mais enfin, l'ordre juridique, il n'y a pas un élément dans l'ordre juridique qui vous oblige à dire en toutes circonstances la vérité. Je crois qu'il faut quand même commencer par là. Et de se dire qu'on a... Alors, il y a des contre-exemples. Il y a des exemples où, précisément, vous avez une obligation active de dire la vérité. Par exemple, quand vous êtes un témoin, vous êtes obligé de dire la vérité. C'est tout. Vous n'avez pas d'autres possibilités. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être poursuivi et condamné pour faux témoignage. Donc là, vous avez une vraie obligation. À l'inverse, si vous êtes prévenu, vous êtes l'objet d'une enquête pénale, vous pouvez raconter toutes les salades qu'il vous chantera. Tout ce que vous voulez. Des choses fausses, absurdes. Vous pouvez dire et faire n'importe quoi. Donc,
Ne pas oublier que dans certaines positions, dans l'ordre juridique, on peut, disons, se distancer assez largement de ce qu'on peut concevoir comme étant une sorte de vérité commune. On peut dire n'importe quoi. Donc ça pose une question, comment est-ce qu'on appréhende le problème des fake news? Est-ce que finalement vous n'avez pas un droit au mensonge, quand vous avez un droit à faire de l'art comme il vous chantera, même si les autres le trouvent moche? Enfin, est-ce que vous n'avez pas le droit, c'est votre élégance à vous de mentir? Et puis si d'autres vous suivent et que ça leur plaît, ben finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer même qu'à la limite vous êtes dans une démarche artistique quand vous mentez? Enfin, pourquoi pas? Donc évidemment, ça pose plus de questions que ça ne donne de réponses, mais c'est pour vous montrer qu'on est dans un terrain qui est juridiquement quand même assez flou. Alors, quels sont les éléments de réflexion en Suisse sur le plan juridique? Donc, il y a un rapport relativement récent du 10 mai 2017 qui s'appelle « Un cadre juridique pour les médias sociaux, nouvel état des lieux », rapport complémentaire du Conseil fédéral sur le postulat AMERD 11-39-12, cadre juridique pour les médias sociaux. Donc là, le Conseil fédéral s'est risqué à donner une définition des fake news. Il dit « Information factuelle erronée, en parenthèse fausses informations, exprimée de mauvaise foi, et diffusée dans un but de manipulation politique pour des intérêts financiers ou pour d'autres motifs personnels, et qui tirent leur puissance de la nouvelle dynamique des réseaux sociaux, anonymat des auteurs, attention prêtée aux choses surprenantes, diffusion virale, c'est-à-dire extrêmement rapide et intensive. » Alors pour une fois, je crois qu'il faut saluer la définition, enfin le travail du Conseil fédéral et la définition qu'il en tire, qui me semble vraiment très bonne. C'est probablement la meilleure que j'ai lue sur les fake news. C'est difficile de les définir, et je trouve que tous les éléments de la complexité s'y trouvent. Donc c'est probablement une bonne définition. Alors comme toujours on est en Suisse, il y a toujours un mais après les bravos. Et évidemment, le vrai problème, c'est que le rapport, après avoir fait ce constat, donc les constats, en Suisse, les constats en matière numérique sont souvent justes, les mesures sont souvent fausses. Donc alors, le constat est très juste, les définitions est parfaite, c'est une des meilleures qui existent. On comparera après avec celle qui est retenue en France, qui fait rigoler tout le monde dans toutes les rédactions, parce qu'elle est absurde. Mais là, elle est très bonne. Mais le rapport rappelle que les règles sur l'atteinte à l'honneur existent, tout comme celles régulant les métiers des médias, donc là des médias électroniques, donc la loi fédérale sur la radio-télévision, ou même celles sur la concurrence déloyale qui peuvent s'appliquer dans la presse. Donc on rappelle qu'il y a ça. Alors c'est vrai, c'est un bon rappel. Et puis, l'influence sur l'opinion et la volonté au niveau politique des fake news produites de manière intentionnelle et reconnue. Et puis là, alors, de nouveau, on s'arrête au milieu du chemin. Faute de recul, il n'est pas possible d'affirmer dans quelle mesure une réglementation étatique est nécessaire. Donc on ne va pas jusqu'à dire c'est important et on va le faire pour telle raison, ou alors c'est inutile et c'est dangereux pour la démocratie, c'est le ministère de la vérité, on ne le fait pas et on vous dit pourquoi. Donc de nouveau, on est toujours dans un entre-deux où on ne sait pas quelle est la position du Conseil fédéral au fond. On ne la sait pas. C'est un peu le wait and see fédéral où on dit, bon, bah, attendons de voir ce qui se passe ailleurs et puis on verra après. Mais c'est vrai qu'on reste un peu sur sa fin quand même. On commence très bien puis on reste un peu sur sa fin. Alors en France, il y a des propositions de loi sur la lutte contre les fausses informations qui sont discutées. Il y a eu hier une séance à la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, donc hier, le mercredi 30 mai. Et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, à savoir que la commission en question a assez largement réécrit la proposition de loi La République en marche, qui s'appelait Fake News, et dont l'objet en réalité n'est plus vraiment maintenant les fausses nouvelles, mais on est passé à un concept un petit peu plus éthéré de la manipulation de l'information. Donc il y a un glissement entre les fake news, depuis hier, entre les fake news et la manipulation de l'information. Et donc, nous dit le rapporteur, la notion de manipulation de l'information correspond mieux aux dispositions comme aux enjeux du texte. Alors ça, c'est tout aussi abscon. Notons que la proposition ne visait pas à lutter contre des fausses informations diffusées à des fins humoristiques, satiriques ou par erreur. Alors je pense que le canard enchaîné est rassuré, parce que c'est des vraies nouvelles, mais faites avec humour. Et puis les fausses nouvelles avec humour, comme le Gorafi, sont aussi rassurés, parce qu'effectivement, il y avait eu, le plus sérieusement du monde, une inquiétude du Gorafi en disant « mais nous, on ne pourra plus faire de fausses nouvelles rigolotes, parce qu'on va nous interdire de mentir pour faire rire les gens ». Et c'était quand même assez préoccupant. Donc là, il y a comme cette précision qu'évidemment, on ne vise pas les fausses nouvelles diffusées à des fins humoristiques ou satiriques, ou par erreur. Alors ça, on ne sait pas trop par erreur. Par erreur de quel type ? Pas très très clair. Alors attention, c'est là qu'il faut vous accrocher. La définition d'une fausse information telle qu'adoptée. Alors attention, il s'agira de toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Alors ça fait rire dans toutes les rédactions, parce que c'est complètement incompréhensible. Alors imaginez qu'on faudra l'appliquer. On ne comprend déjà pas. Donc c'est toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable.
Alors, bonne chance pour le juge les juges qui appliqueront en premier ces dispositions, d'arriver à savoir ce que ça voulait dire exactement. Donc, la commission des affaires culturelles dont je vous parlais, qui est compétente, a repris la quasi-intégralité des amendements de la commission des lois qui avait été saisie pour avis. Et puis, donc, elle avait défini sur le plan pénal une fausse information. Donc, c'était toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables, nature à la rendre vraisemblable. Donc, on en revient. Et encadrer la procédure de référé, ça, c'est assez important. Et au fond, c'est un petit peu la même chose qu'on a en Suisse pour les mesures dites provisionnelles, donc les mesures urgentes prises contre des médias à caractère périodique, c'est qu'on restreint un petit peu au maximum. Donc là, le référé, c'est l'équivalent des mesures pré-provisionnelles ou provisionnelles en Suisse. Donc c'est uniquement ouvert aux seuls candidats et formations politiques lorsqu'il est établi que la diffusion de fausses informations procède de la mauvaise foi. Donc ce sera vraiment des atteintes crasses en période électorale pour éviter qu'il y ait une distorsion des forces en présence, mais au fond on a restreint la légitimation pour agir. Sinon vous auriez tout un tas d'hurluberlus qui tous les jours font des référés pour tenter d'interdire la publication de telle nouvelle en disant qu'elle est fausse, etc. Enfin, on imaginait bien ça, je pense c'est assez raisonnable d'avoir limité. Et puis pendant donc, les 3 mois précédant une élection, des obligations de transparence renforcées seront imposées aux plateformes numériques pour permettre notamment aux internautes de connaître l'annonceur de contenu sponsorisé ainsi que la somme versée. Donc là, ça sent un petit peu le Facebook Cambridge Analytica quand même. On sent un petit peu que ça a laissé quelques traces. Ben, c'est probablement bien, disons, ça éclaire un petit peu le financement. De nouveau, on verra comment ce sera appliqué. C'est vrai que ce n'est pas encore d'une clarté absolue. Surtout qu'on peut imaginer que les annonceurs qui ont des velléités de manipulation ne s'annoncent pas forcément sur leur nom et couleur directement quand ils prennent une annonce et qui pourraient imaginer recourir à des intermédiaires, ce qui rendrait évidemment beaucoup plus difficile pour les internautes de savoir vraiment s'il y a quelqu'un derrière. Il y aura des sombres associations dont le nom n'ira rien à personne qui finalement seront les relais. Et donc il faudra voir comment ce sera appliqué. J'ai quelques doutes quand même sur l'efficacité réelle. Il y a eu donc plusieurs amendements donc pour renforcer, c'est une très bonne chose, l'éducation aux médias. Je pense que là, on pourrait dire qu'il y a l'éducation aux médias, puis pour certains journaux, il y a aussi un peu l'éducation des médias. C'est d'essayer d'éviter de faire que de la reprise d'agences de presse sans se demander si c'est vrai, faux, enfin, disons de faire un vrai travail journalistique. C'est vrai que certains journaux le font peut-être pas toujours autant qu'ils devraient le faire. Et c'est quand même aussi un bon rappel que la diligence journalistique doit être plus que jamais maintenue à son plus haut niveau. Enfin, je crois que c'est l'honneur de la presse et sa survie, et c'est la seule manière de garantir une information libre, diversifiée et correcte. L'éducation aux médias, c'est ce qui peut se faire aussi dans les écoles. Enfin, je crois qu'en Suisse, il y a aussi pas mal de démarches en ce sens qui sont très bien et qui sont nécessaires. Le texte, ça c'est assez intéressant, prévoit également que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pourra empêcher, suspendre ou mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger ou sous l'influence de cet État. On imagine bien quel État était un peu dans le viseur. Et qui porte une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc avec certains nouveaux entrants dans le marché français de l'audiovisuel qui se sentent probablement un petit peu visés, alors à tort ou à raison, mais enfin, on imagine bien à destination de qui le texte était prévu. Alors là, il y avait une chose très étonnante, il y avait un amendement dit Élise Lucet de Cache Investigation que le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, avait porté. Alors là, lui n'a pas convaincu la commission. Alors là, c'était assez étrange. C'était en se basant sur l'exemple des méthodes de l'émission Cache Investigation. Donc si vous connaissez l'émission, vous voyez qu'on essaye de contraindre la personne à répondre, jusqu'à la coincer physiquement dans un couloir pour lui tendre un micro. Donc on lui laisse aucun répit. Alors ça plaît parce que ça a un petit côté sensationnel. Parfois, ça a permis quelques déclarations choc, mais enfin, c'est un petit peu contraignant quand même. Je ne sais pas. Ce serait intéressant de savoir quel est l'avis du rédacteur en chef et des anciens rédacteurs en chef présents ici, de savoir comment ils jugent, disons, cette manière de recueillir, peut-être vraiment presque contre le gré des personnes interrogées, des déclarations. Donc, l'amendement, c'était de proposer qu'un interviewé devait avoir l'obligation de répondre aux questions d'un journaliste titulaire d'une carte de presse. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même vraiment assez étrange. Et ça a été assez logiquement repoussé. Qu'est-ce que j'avais encore d'autre à vous lire ? Donc ça a été... Et puis effectivement, les discussions par rapport à cet amendement, beaucoup de députés craignaient une confusion, à mon avis à raison, entre le travail de la justice et celui des journalistes. C'est une sorte d'obligation de répondre, sachant que devant la justice, vous n'avez même pas l'obligation de répondre. Vous pouvez, comme si vous regardez tout bon film américain vous le rappelle, vous avez le droit de garder le silence, c'est vrai aussi en Suisse.
et finalement, et en France. Et si vous voulez, on aurait finalement le journaliste qui aurait des prérogatives plus importantes qu'un procureur ou qu'un officier de police judiciaire, c'est que vous seriez obligé de lui répondre. C'est assez rigolo. Donc voilà. Donc on est, comme je l'ai dit, passé d'une loi anti-fake news à une loi contre la manipulation de l'information, mais enfin on reste dans les mêmes eaux. Alors quels sont les risques finalement de ces lois? Alors évidemment, c'est que ce soit des lois superflues alors qu'on a déjà un cadre légal qui couvre ce qu'il est raisonnablement possible de faire sans porter une atteinte délirante à la liberté d'expression. Je pense que c'est la première chose. Et puis évidemment, alors sous-jacent, il y a un immense risque de censure. Alors le risque de censure, il vaut tant sur des fausses informations. Alors, bon, à la limite, ça, on se dit, c'est encore acceptable. Alors, que des vraies informations, parce que là, évidemment, on ne sait pas si le tri humain ou algorithmique sera correct. Donc déjà, le risque de censure porte évidemment sur des fausses informations, sur des vraies informations et sur des opinions qui seraient adjointes aux fausses informations ou aux vraies informations. Donc dans tous les cas, finalement, on a vraiment un problème de censure qu'on n'arrive pas à dépasser, raisonnablement pas à dépasser. Et puis, il y a un risque de censure qui, finalement, aussi se cristallise dans une sorte de pensée unique. Et on a déjà, dans les pays occidentaux, des difficultés avec la presse, avec des grands mouvements de concentration liés à des situations économiques qui préoccupent le Conseil de l'Europe depuis des années. Je me souviens quand je travaillais à la Confédération en 2005, j'étais allé à la conférence ministérielle sur les médias de masse à Kiev. Et un des sujets, c'était disons, de s'assurer qu'il y ait une diversité suffisante des organes de presse dans les différents pays du Conseil de l'Europe. Donc c'est vraiment un vieux serpent de mer, ça fait très longtemps qu'on a ces préoccupations. Et si on ajoute à une concentration des médias qui déjà existe, qui est assez importante, en plus de commencer à faire du tri et avoir une censure qui sera évidemment décidée par un seul groupe de personnes ou des petits groupes de personnes, on prend vraiment un risque de créer une pensée unique qui balayerait les idées minoritaires sous prétexte d'une chasse aux fake news qui serait plutôt une chasse aux sorcières et dont on ne sait pas trop le résultat. Alors, quelles sont les autres solutions? Aider la presse à accomplir son travail en s'abonnant, en l'achetant, en la lisant, en s'assurant que l'État soutienne ce qui peut être soutenu dans des limites raisonnables, etc. Enfin, je pense que c'est une première chose, de valoriser la presse, de valoriser le travail journalistique, qui n'est pas seulement, disons, la reprise de dépêches d'agence, mais vraiment des vraies enquêtes indépendantes sur le terrain qui croisent des sources et qui font un vrai travail journalistique avec une valeur ajoutée. Et je pense que ça, plus que jamais, c'est nécessaire. Que ce soit d'ailleurs des médias privés ou des médias de service public, la problématique pour moi est la même. Et c'est important qu'il y ait cette diversité-là. Ça, c'est la première chose. Sensibiliser la population au risque de fake news, disons, c'est aussi une tâche disons, des écoles, privées comme publiques, d'attirer l'attention, de l'esprit critique. Et puis on voit que ce n'est pas que les enfants. On avait vu plusieurs politiciens qui avaient pris pour argent comptant des articles du Gorafi en disant « Regardez, c'est un scandale ». C'était un article satirique, c'était une fausse nouvelle, mais une fausse nouvelle qui s'assumait. C'est un journal qui prétend ne donner que des fausses nouvelles. Et on voit que des gens, des politiciens, dont on pourrait quand même attendre un minimum d'esprit critique, c'est en général pour ça qu'ils ont été élus, n'arrivaient pas à se rendre compte qu'il s'agissait d'un journal satirique. Autant vous dire qu'il y a aussi une nécessité, du coup, dans un milieu éducatif, de reprendre ces différents problèmes. Et puis que chacun se fasse ses propres opinions, puis aussi qu'on cultive un peu le fait que si une information nous semble étrange dans un média, qu'on la croise, qu'on regarde d'autres sources d'informations, qu'on fasse preuve d'un peu d'esprit critique, qu'on a un peu perdu. Et c'est vrai que c'est aussi le mode d'information qui fait qu'on a moins tendance à croiser les sources. Et puis l'information venant plus facilement à nous, on va moins à l'information et donc on croise moins. Donc effectivement, ça c'est un problème. Et puis cultiver, alors ça c'est un vœu pieux, mais cultiver l'esprit critique, que les gens essaient vraiment de se faire leur propre opinion et d'avoir un avis propre. Fut-il conspirationniste parfois? Alors il faut laisser à chacun ses thèses et ses dadas. Et je pense que le dernier élément, c'est en parlant des conspirationnistes, si on a des lois anti-fake news qui couvrent les théories conspirationnistes, vous allez alimenter les conspirationnistes. Enfin, vous n'avez pas de meilleure manière d'alimenter les conspirationnistes qui, plus que jamais, vont se retrouver réduits au silence et estimer que leurs thèses sont forcément justes parce qu'on a voulu les faire taire. Et vous n'avez pas de meilleure manière de leur donner une audience plus large. Donc, il faut se méfier des effets de retour de flamme et de ce genre de choses-là. Donc voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah voilà. Bon,
Est-ce qu'il y a une question? Moi, j'en ai une. Comme tu ne seras pas là à la table ronde, je ne pourrais pas te la poser. Puisque tu défends, enfin, pas mal, comme tu le dis, tu es spécialiste dans les médias, mais tant du côté journaux que du côté lecteur ou personnalité. Est-ce qu'on parle de fake news tous les jours? Il y en a une aujourd'hui. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta pratique? Dans ce qu'on pourrait te demander ou pas du tout, finalement? Je pense que c'est une question de terminologie. Peut-être ce qu'on appelait avant de la diffamation et une atteinte à l'honneur, on dira c'est une fake news, mais c'est une question purement lexicale. Je dirais pas que à ce stade, ça modifie beaucoup la pratique. Ce qu'on a pu voir dans la réalité des faits, les fake news qui sont, disons, apparus en tant que concept et pas seulement en tant que nouvelle terminologie, c'est essentiellement les manipulations de masse dans les élections, présumées ou avérées. Je pense que c'est là où vraiment la fake news, dans son acception récente, a pris une nouvelle dimension, qui n'est pas seulement un nouveau terme, mais une nouvelle existence. Et je pense que là, oui. Mais je dirais dans une pratique d'un journal, la pratique d'un journal, c'est essentiellement de se défendre contre soit des actions au pénal, soit des actions en protection de la personnalité, soit des actions qui tendent à faire interdiction à publier un article, pour la presse écrite par exemple. Et ça ne change, à vue humaine, ça ne va pas changer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres actions, mais le quotidien d'un journal, et à l'inverse aussi de personnes qui estiment être lésées par des articles de tel ou tel journal, ne changera pas. Parce que la première chose qui touche les gens, la première source de procès, c'est quand on parle d'eux, négativement évidemment. Quand on parle d'eux positivement, en général, ils ne réagissent pas. Même quand il y a des choses erronées. mais donc ça ne changera pas. Je pense que c'est quand même bien ancré, mais c'est plus une dynamique, je dirais, sous un niveau géostratégique. C'est plus des manipulations à plus grande échelle et qui sont plus dures à appréhender et dont les acteurs sont moins faciles à circonscrire qu'une action en personnalité où il y a un journaliste qu'on estime qu'il a mal fait son boulot à tort ou à raison, et un journal et puis une personne qui estime être mise en cause, injustement. Disons, le casting est assez clair. C'est beaucoup plus difficile quand on est en présence de fake news, je dirais, peut-être institutionnelles ou fomentées par des États, comme on a pu le voir, enfin a priori, par l'Ukraine. Alors pour des raisons qu'elle indique être, selon elle, bonnes, à savoir de prévenir un vrai assassinat. Donc c'est un peu curieux. Je pense que la lisibilité est compliquée. On en saura probablement plus dans les prochains jours ou semaines. Merci. Une question? Voilà, tu peux retourner. Ah, une peut-être, oui. Oui, j'entends bien, c'est bon. Ah oui. On dit que le silence est un droit, effectivement, mais il est rarement interprété, il est rarement justement traité comme un fait. Il est plutôt interprété, même par les journalistes. Donc finalement, c'est un droit, mais qui n'est rarement reconnu comme tel. Mais c'est une bonne question, parce qu'on peut se demander si les journalistes font toujours un usage correct d'un silence qui leur est opposé. Oui. Parfois, dans une émission, vous avez une indication « Contactez, l'entreprise a refusé de nous répondre ». Enfin, vous pouvez tourner un silence qui est un fait dans quelque chose où il y a un sous-entendu pour le lecteur, pour le téléspectateur ou pour l'auditeur, qu'en réalité, si celui-là il n'est pas répondu, c'est qu'il y a bien des bonnes raisons de ne pas le faire. Exactement. Donc, mais alors, je suis d'accord avec vous, mais au fond, en principe, le silence ne devrait rien dire d'autre qu'un silence. Après, à chacun de se faire son opinion. Le silence en justice, c'est la même chose. Il m'est arrivé de conseiller à un prévenu de ne pas répondre. Ça ne veut pas dire qu'il était coupable, ça veut encore moins dire qu'il a été condamné. Parfois, pour une raison stratégique, pour une raison opérationnelle, il est mieux de ne pas répondre à un certain moment à des questions. Et on ne peut pas, sur un plan pénal, le silence est un droit. Enfin, vous avez le droit de ne pas répondre. Et surtout, le corollaire de ce droit, c'est le droit qu'on n'utilise pas votre silence à votre détriment. Alors, il se trouve que parfois, on l'utilise quand même un peu à votre détriment, en disant dans un jugement pénal, par exemple, que la collaboration du mis en cause a été mauvaise. Mais on ne vous dit pas en détail quoi. Alors, est-ce que le silence a pu peser ou pas? Bon, à chacun de se faire son opinion. Mais disons, moi, l'idée de cet amendement où quelqu'un avec un micro et puis c'est comme si vous étiez en garde à vue, vous êtes obligé de répondre. Enfin, je pense que... moi, j'ai déjà un petit peu des doutes sur la méthode de cache investigation. Je la trouve... Elle fait beaucoup d'audience. Évidemment, on se dit, ils vont traquer jusqu'au cœur de l'information, ils les bloquent, ils ne laissent pas dire n'importe quoi. Mais au fond, qu'est-ce qu'on a concrètement comme information en plus? Pas grand-chose. C'est surtout très spectaculaire. Et la même enquête faite par un journaliste qui finalement ne contraint pas presque à la réponse donne, pour moi, des résultats analogues. Donc, il y a un peu, voire beaucoup de mise en scène. Spectaculaire, comme on dit. Oui, c'est spectaculaire. Voilà. On va s'arrêter là pour cet exposé. Mille merci.